July 1944. The British Secret Services set their plan to assassinate Hitler in motion. A British sniper is to be parachuted into Germany and must infiltrate Hitler's Bavarian location with orders to kill him during his daily walk, when security is minimal. But Winston Churchill hesitates to give the green light to this operation. Should he kill a bloodthirsty madman or let a mediocre war leader live? Finally, the operation is abandoned. In July 1944, the British Secret Services consider that as head of the German army, Hitler has become their best ally to bring about the fall of the Reich. During the Second World War, Hitler made an increasing number of errors and lost many battles. Je dirais qu'Hitler, c'est un homme qui tente des coups de poker. In 1940, when England was in his reach, Hitler allowed the British army to rebuild itself. La décision de bombarder les populations plutôt que les objectifs stratégiques, militaires, industriels est une énorme erreur. A mistake that he will pay a high price for during the Allied landings. In 1942, in yet another bad decision regarding the Red Army, Hitler sends his troops into the cruel Russian winter. Les armées allemandes ne sont pas équipées en froid. Donc les pauvres gars claquent des dents, quoi. Hitler loses almost 1 million soldiers in what will be the real turning point of the Second World War. Hitler a perdu la guerre à l'Est. In 1944, he launches an unnecessary attack in the Ardennes. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. The only one responsible for this massacre, Hitler used up the last of his troops and opened up Germany's doors to the Allied forces. On May the 10th, 1940, Hitler launches Operation Fall Gelb, Case Yellow. When Hitler ends his strange war by giving the order to simultaneously invade the Netherlands, Belgium and France, the shockwave created by this lightning invasion shakes the entire world. Le 10 mai 1940, les deux camps attaquent. Tout d'abord, les Allemands, dès 4h45, attaquent les Pays-Bas et la Belgique. Dès 7h du matin, les Franco-Britanniques entrent en Belgique avec l'intention irréaliste de donner la main aux Hollandais. Ce faisant, ils tombent dans un piège parce que le maître-coup des Allemands était de frapper au centre, au niveau de Sedan, à la jointure de la ligne Maginot et justement de ces forces engagées en Belgique, où ils engagent 3 Panzerdivisionen avec une massue aérienne de 1500 appareils. Et ils frappent la 9e armée française, composée de réservistes démotivés. An attack in Belgium and the Netherlands, with the aim of attracting the best Allied troops, followed by a main push in the centre from the Ardennes to break the enemy. That was the plan to scythe through Europe, which the Wehrmacht strategists submitted to Hitler. Du 13 mai en gros jusqu'au 28 mai, la déferlante allemande donc, se passe des Ardennes jusqu'à Abbeville, donc tout le nord de la France est coupé à ce moment-là. En 5 jours, ils parcourent entre 80 et 95 km, ce qui est miraculeux aux visions de ce qui s'était passé en 1918. Et bien sûr, ils enferment dans une immense poche les forces franco-britanniques qui se trouvent piégées à Dunkerque. Le piège se referme sur 500 000 soldats franco-britanniques donc, qui sont enfermés dans cette poche.
Cornered on the beaches of the North Sea and faced with German forces who are advancing on them, the Allies can only wait for the final death blow of the Wehrmacht. That's when the unthinkable happens. Going against some of his generals, Hitler orders his army to stop advancing. C'est clairement une erreur. Les soldats anglais sont enfermés dans cette poche de Dunkerque. Ils n'ont pas grand-chose à espérer, mis à part une évacuation, mais qui sera très risquée. Et les Allemands ont un avantage. Ils peuvent encercler tout le monde et capturer la quasi-totalité de l'armée anglaise et laisser les Anglais de façon totalement démunis pour défendre leur propre territoire. Il y a une très violente altercation avec le numéro 1 de l'armée de terre, le colonel général von Brauchitsch, qui lui veut attaquer sans tarder Dunkerque. La querelle est très violente, mais c'est le Führer qui l'emporte. Il montre à ses officiers généraux que c'est lui le chef. Un chef a besoin de marquer son territoire. C'est lui le chef. Donc il dit stop. Maintenant, ça suffit. Hitler a eu peur. A eu peur que ce soit un piège. Ses troupes vont beaucoup plus vite et beaucoup trop vite pour lui. Et il a peur à chaque fois que les lignes s'étirant, que les sources d'approvisionnement restant en arrière, ses troupes soient démunies. Donc le Haltbefehl de Dunkerque, c'est probablement une crise de panique d'Hitler qui demande qu'on s'arrête, qu'on reconstitue les forces avant de continuer et de progresser. Ce qui va laisser le temps justement aux Anglais de mettre en place cette incroyable opération, cette évacuation, l'opération Dynamo, qui va être en fait une prouesse incroyable que personne n'imagine possible. Taking advantage of Hitler's strategic error, the British military launched Operation Dynamo. It was a real gamble that aimed to repatriate the 350,000 soldiers of its expeditionary troops that were held prisoner in Dunkirk. L'opération Dynamo, elle va se dérouler dans des conditions extrêmement tendues. Effectivement, le temps est complètement dégradé. La fenêtre est très courte, parce que les services de renseignement ont bien compris que la pause allemande n'allait pas durer plusieurs jours. Pour assurer le sauvetage, il faut que ces soldats partent par la plage. Il n'y a pas de port, on n'est pas sur des... On ne peut pas faire venir des gros bateaux au ras de la plage. Donc il va falloir faire venir énormément de petites embarcations qui vont s'approcher au plus près sur la plage. C'est une opération qui mobilise finalement tout ce qui flotte. C'est-à-dire on a des bateaux militaires, on a des yachts privés, on a des embarcations, des bateaux de pêche. La Royal Navy, mais aussi la marine marchande britannique, mais aussi les yachtmen de la côte. Tout le monde en Grande-Bretagne met la main à la pâte pour envoyer des navires. As soon as these British ships moved away from the coasts of France, they had to face the firepower and harassment of the Stukas, the formidable bombers of the Luftwaffe. Pendant toute cette opération, la Luftwaffe, l'arme aérienne d'Hitler, matraque sans compter et cause des pertes importantes. Over this merciless hunt, several dozen of the Royal Navy's ships are sunk. Une bataille violente a lieu dans les airs entre cette Luftwaffe allemande et la Royal Air Force, qui a été tout de même bien étrillée par la bataille de France, mais dont les chasseurs restent et resteront très efficaces. During this last-ditch evacuation, all the available air forces on British soil are mobilized. These are serious times, and the very survival of the British Army is at stake. Il faut sauver les troupes, parce que l'essentiel, effectivement, c'est que les Britanniques en sont bien conscients. L'essentiel, c'est de sauvegarder le potentiel militaire britannique. Half victory or semi-failure? Certainly, the British forces were rebuilt, but at the cost of tens of thousands of French soldiers who were sacrificed to protect their escape. These are sent into captivity on the other side of the Rhine. Worse still, the British army is unarmed. In its haste, it had to abandon all of its weapons on the French beaches. This loss, assuming that the war continues, is a disaster for the British, while at the same time, on the other side of the Channel, its French ally has surrendered.
On the Champs-Élysées, the German troops parade triumphantly. In Rotonde, at the signing of the armistice, Hitler lets his joy show. And with good reason. Continental Europe is entirely at his mercy. And on the other side of the Channel, the British enemy is ready to drop like a ripe fruit. And against all expectations, the Führer does not take action. He tries to make a deal. Il a effectivement une hésitation. Il a caressé l'idée d'une paix avec la Grande-Bretagne. Il faut savoir qu'Hitler considère les Britanniques comme une population aryenne. Il y a un élément racial là-dedans. Il considère les anglo-saxons comme faisant partie un peu de la race supérieure. Dans son esprit, il veut signer un pacte avec les Anglais pour justement ne pas avoir à faire face à deux fronts. Et donc celui-là serait arrêté à l'ouest et il peut se consacrer à l'est. Ça aurait pu marcher, sauf que depuis le 10 mai, le Premier ministre ne s'appelle plus Chamberlain, mais Winston Churchill. Le choix de Churchill par le roi George VI, c'est le choix de la guerre, en fait. On avait un grand prétendant donc, au poste de Premier ministre, c'était Lord Halifax. Et Lord Halifax, c'était plutôt un pacifiste qui aurait pu effectivement engager une politique de compromis avec l'Allemagne. Or, le roi George VI fait appel à Churchill, qui est un vieil homme, il a 65 ans, plus de 65 ans. Il a déjà une carrière politique derrière lui assez lourde. Churchill, c'est l'expérience de la Première Guerre mondiale. Il a combattu durant la guerre des Bourses en Afrique du Sud. Voilà, donc c'est un homme de poigne. Lorsque Churchill arrive, dans son premier discours aux communes, il dit « Je n'ai rien à vous promettre, que des larmes et des grincements de dents. » I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Nous nous battrons sur les côtes. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets. Et il termine son discours par We shall never surrender. We never surrender. Nous ne nous rendrons jamais. Churchill, en même temps, il a une volonté de faire, il lâchera jamais de toute la guerre, et en même temps, c'est l'un des hommes les plus rusés. Il va monter un cabinet noir qui va faire croire à Hitler, en fait, le meilleur mensonge, c'est celui qu'on a envie de croire. Et Hitler et son entourage ont envie de croire une possible paix avec les Anglais. Et donc, Churchill va monter un cabinet noir qui est censé être un cabinet d'opposants factices et qui va ensuite discuter et gagner du temps avec les Allemands. Il faut gagner du temps. Et donc, il donne des gages en disant une partie des Anglais discutent alors qu'en fait, c'est totalement bidon. Lorsqu'Hitler comprend qu'une négociation avec les Britanniques n'aboutira pas, l'objectif principal devient de débarquer en Angleterre. Voilà. Et donc de préparer le débarquement, d'où la bataille d'Angleterre. From the many invasion plans put forward by the military, Goering's is the one chosen by Hitler. Göring, pour des raisons de prestige personnel et de positionnement interne au sein de la hiérarchie nazie, veut pousser l'arme aérienne et promet à Hitler que la Luftwaffe va lui donner la Grande-Bretagne et l'Empire britannique. Göring dit « Mein Führer, kein Problem, la Royal Air Force, j'en fais mon affaire. Ils ont perdu 1000 avions, j'en fais mon affaire, 3 semaines. » Hitler, qui n'y connaît rien dans l'aviation, dit « Bon, ben, vas-y, puisque de toute façon, les autres en face, ils n'ont pas l'air de vouloir discuter. » C'est une erreur stratégique immense, parce qu'en commençant la bataille d'Angleterre, il conforte la position de Churchill et il dresse toute la Grande-Bretagne et tout l'Empire britannique contre le Reich. July 1940. Hitler and his military set in motion Operation Seelöwe. The Sea Lion plan aims to land on the British Isles. In order to achieve dominance in the air, which is essential for the invasion, the entire German Air Force is mobilized. 1,000 fighter jets and as many bombers. Goering's first strategy is to create an artificial embargo from England to isolate the islands from the continent. The ports and Navy convoys are the main targets.
Il y a plusieurs phases dans la bataille d'Angleterre. Une première phase, c'est une lutte contre le commerce britannique dans le Channel, dans la Manche. Les Allemands décident de bombarder surtout les ports maritimes et les navires, y compris marchands, ceci pour essayer de bloquer l'approvisionnement de la Grande-Bretagne. Et il coule des bateaux charbonniers, il coule des vedettes rapides. Bon, ça marche pas si mal que ça. La deuxième phase, c'est une phase contre les bases du Fighter Command. Le Fighter Command, c'est donc l'organisation de défense aérienne qui est responsable de la défense du ciel britannique. Ça, c'est la période cruciale. Ils vont chercher à détruire les aérodromes militaires qui se trouvent autour de Londres pour essayer de faire un couloir aérien qui permettrait aux bombardiers allemands d'atteindre toute cette zone. La première idée, c'est de mettre à mal ou de mettre à bas la chasse britannique, en se disant que si, d'une part, les Britanniques sont militairement affaiblis et si, d'autre part, leur aviation est réduite à néant ou presque, alors le débarquement sera moins difficile. When the Battle of Britain begins, the British Air Force only has 850 planes, vastly inferior to the number in the Luftwaffe. However, the quality of the British pilots, combined with the great maneuverability of the Spitfire, made them a formidable opponent. In 1 month, 500 German planes were destroyed. In addition, in this battle, England had a particularly effective weapon. Il y a le fameux radar qui est ultra secret et qui va permettre aux Anglais de prévoir les vagues d'avions qui arrivent de jour comme de nuit. La Home Guard est créée à ce moment-là, c'est une milice patriotique qui est créée par Churchill pour justement l'effort de guerre. Tout le monde va s'y mettre. Les hommes et les femmes vont monter sur les toits, vont avoir des jumelles, vont être équipés, vont être justement pour prévenir des attaques allemandes. Ils ont des observateurs. Ils ont tout un système de communication qui leur permet d'utiliser leurs escadrilles au mieux. Dès que les escadrilles allemandes décollent, on sait quand elles décollent, on sait de quoi elles sont composées, on sait qui elles sont. Et d'autre part, tout est centralisé par la RAF qui va donner, comme dans un immense jeu de guerre, un immense wargame, l'ordre de décoller à telle ou telle escadrille, ce qui fait que chaque fois, les Allemands sont attendus et surpris. Et donc, leur stratégie est continuellement déjouée par les Britanniques. The war effort is entirely in the hands of the RAF pilots. In the first phase of the Battle of Britain, they bring down around 40 German planes every day. But they also have worrying losses. More than 300 fighter planes are brought down and 230 pilots disappear. On the eve of the 7th of September 1940, the British forces have reached the breaking point. Peu à peu, du fait des coups de boutoir de la Luftwaffe sur ces infrastructures de la Royal Air Force, le Fighter Command commence à plier. Il y a un certain nombre de bases dans le sud-est de l'Angleterre qui sont évacuées parce qu'elles sont considérées indéfendables et parce qu'elles ont subi des destructions trop importantes. Fin août, début septembre 1940, on peut dire que la défense aérienne britannique est à la limite de ses possibilités. C'est-à-dire les pertes en avion et en pilote sont plus importantes que le renouvellement des pilotes et des avions. Et donc ça se joue à très peu. Si Hitler avait poursuivi dans cette stratégie, peut-être que 2 ou 3 semaines plus tard, il l'aurait emporté, sauf qu'il change d'avis et qu'il décide de matraquer donc les grandes agglomérations britanniques. How can Hitler's strategic U-turn be explained at the very moment when victory seemed imminent? Le 24 août se déroule un événement important qui va changer la donne. Le
24 août, des bombardiers allemands, par erreur, bombardent la banlieue de Londres. La réaction de Churchill est immédiate. Il fait bombarder Berlin. Symbolique. Quelques kilos de bombes, même pas centaines de kilos de bombes. Mais Göring avait dit un truc, je veux bien qu'on m'appelle Toto, l'équivalent du Toto allemand, quoi. Hein. Je veux bien qu'on m'appelle Toto s'il y a une bombe ennemie qui tombe sur Berlin. Or, il y a une bombe qui tombe sur Berlin. Imaginez l'Allemagne victorieuse sur tous les fronts et le 24 août, Berlin bombardé. Hitler sort de ses gonds, devient foudrage, dit « Ah, elle bombarde nos villes, très bien. On change d'objectif, on ne bombarde plus les aérodromes et on va mettre la pression sur les villes anglaises. » Day and night, waves of German bombers received the order to crush civil targets. London and large cities in the south become their priority targets. Hitler réagit de manière un peu émotive suite au bombardement de Berlin en focalisant sur les villes britanniques au lieu de focaliser sur les objectifs stratégiques militaires. Ce jour-là où Hitler pique une colère en disant « je vais bombarder les villes », c'est écrit dans les mémoires de Sir Hugh Dowding, le patron du Fighter Command. Il dit « je suis tombé à genoux et j'ai remercié le ciel » de ce changement, parce que pendant ce temps-là, certes, on allait avoir des morts et des blessés dans Londres, mais mon outil industriel était complet. By moving away from his original objectives, Hitler offers an unexpected respite to the British war industry. Factories are starting to operate at full speed, with weapons, ammunition, and aircraft being manufactured at high speeds. Rearmament is in progress. La décision de bombarder les populations plutôt que les objectifs stratégiques, militaires, industriels est une énorme erreur. Lorsque vous visez une population, vous la soudez entre elles, vous la soudez derrière son gouvernement. C'est une erreur psychologique et stratégique majeure. Subjected to constant bombing, everyone in London is mobilized and stands up in the face of disaster. Some search the debris in search of survivors. Others fight fires with often limited resources. And at the slightest alarm, everyone abandons their post to rush to the shelters. When the attacks intensify, Londoners take refuge in the underground stations. They remain calm and settle there as a family. During this period, however, 50,000 people will perish as a result of the German bombs. When the bombings are only carried out at night, hope is truly reborn. It's proof that the Luftwaffe is losing its supremacy in the air. The Royal Air Force, backed by its anti-aircraft defense, has found its efficacy once again. Göring a développé une aviation d'opération, c'est-à-dire une aviation capable de soutenir les forces terrestres, et pas une aviation à volant stratégique, c'est-à-dire capable de raser des villes, des usines, des infrastructures. Donc l'aviation allemande, la Luftwaffe, a les ailes trop courtes. Il décolle depuis les terrains les plus proches de la côte anglaise, mais ils ont 10 minutes au-dessus du territoire britannique. Les chasseurs qui les escortent, les Messerschmitt 109, ils ont à peine 10 minutes de combat. Et quand on fait du combat, on a la manette en avant, quoi. On est plein gaz, donc on consomme énormément. Très souvent, si l'escorte de chasse doit affronter une interception des chasseurs du Fighter Command, ils n'ont plus suffisamment d'autonomie pour protéger les bombardiers dans le ciel de Londres. Et ces chasseurs du Fighter Command attendent justement que les bombardiers soient dans le ciel de Londres sans escorte de chasse pour étriller ces raids de bombardement allemands.
Et c'est là où ils perdent énormément de monde et énormément d'avions. The defeats in the air start to add up for the Luftwaffe. Goering has overestimated the strength of his air force. Les avions anglais vont faire un carton sur les bombardiers allemands et plus de 1850 bombardiers et avions de chasse allemands vont être détruits pendant cette bataille d'Angleterre. Il faut bien voir une chose, l'avantage va être encore aux Anglais. Quand un avion anglais est touché, si le pilote n'est pas tué, il saute en parachute, il descend, il tombe sur le sol anglais. Il saute dans une voiture, une moto. 1 heure après, il est dans une base, on lui confie les commandes d'un nouvel avion et il repart au combat immédiatement. Un pilote allemand qui doit sortir de son avion en flammes et qui réussit à s'extraire de son avion est ensuite un prisonnier et perdu pour l'Allemagne pour le reste de la guerre. Et là, les Allemands vont perdre énormément de navigateurs, d'équipages, qui vont leur faire cruellement défaut pour la poursuite de la guerre. During the Battle of Britain, Hitler also made the mistake of putting too much confidence in his Air Force's technological advances in nocturnal guidance by radio waves. In this War of the Waves, the fighter command that coordinates all of the actions of the British anti-aircraft defense once again has a head start. Les savants britanniques ont été décisifs dans cette guerre. Les bombardements de nuit allemands étaient réglés par radionavigation. Les Allemands avaient des systèmes de guidage automatique de bombardiers avec des systèmes radio, des faisceaux radioélectriques. En gros, le bombardier se cale sur ce faisceau. Quand il coupe le premier, il a un bip et là, il sait qu'il est à 1 minute du tir. Et le deuxième, il appuie sur le bouton. Ça marchait assez bien. Les Anglais s'en sont rendus compte, ils ont brouillé le système. Conclusion, ça faisait bip avant, bip après, et les bombes n'arrivaient pas dessus. Les bombardiers allemands bombardaient souvent dans la nature. Et il ne faut pas oublier que les Britanniques aussi ont renforcé la défense de leur ville par une DCA conséquente, des ballons munis de filins de fer qui étaient susceptibles de couper les ailes d'un appareil passant au travers. Et donc, c'était un échec. Et je dirais que du côté allemand, on a laissé cette campagne mourir d'elle-même pour ne pas dire que c'était un échec. In London, the population is relieved. In Berlin, even if he refuses to admit it, Hitler has just lost his first battle. Il est difficile de savoir à partir de quand il a compris qu'il n'arriverait pas à mettre à genoux les Britanniques. Ce qui est certain, c'est qu'à partir de la fin de l'année 1940 et du tout début de l'année 1941, son regard se tourne vers l'Est et que la priorité devient l'Union soviétique. Le principal but de guerre d'Hitler, c'est une guerre raciale et idéologique contre les Juifs et contre le bolchevisme. Son principal objectif, c'est la conquête de l'Est. Il avertit ses proches qu'il prévoit une attaque de l'Union soviétique au printemps 1941, à la stupéfaction de ses interlocuteurs qui essayent de le calmer. Mais il va continuer sur cette idée. Il sait que l'armée rouge est en très mauvais état, le matériel n'est pas à la hauteur, la logistique ne suivra pas, et donc il y a là une fenêtre d'opportunité. Et puis bien sûr, c'est l'idéologie. C'est-à-dire qu'il faut en finir avec ses inférieurs et il faut étendre l'empire nazi vers l'Est, il faut conquérir. Pour attaquer la Russie, il est nécessaire d'éviter l'hiver. Et pour éviter l'hiver, il vaut mieux s'y prendre très tôt, c'est-à-dire au printemps. C'était de fait ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'était attaquer l'URSS, disons, en mars-avril 1941. Mais il se fait que Mussolini a pris l'initiative, sans en référer à Hitler, d'attaquer la Grèce. Et Hitler est furieux, évidemment. Mais il est obligé de venir aider son allié pour les questions d'image, parce que l'armée italienne ne réussit pas à percer en Grèce. L'armée grecque se défend très très bien.
On the border between Greece and Albania, 16 badly equipped Greek divisions blocked 27 Italian divisions. Italy's supposed power is seriously undermined. Hitler détache des forces pour aider les Italiens en Grèce, et puis il attaque en même temps la Yougoslavie, qui se range du côté britannique à ce moment-là. Et il ne peut pas le supporter. On the 6th of April 1941, without any declaration of war, the Luftwaffe bomb Belgrade. Yugoslavia surrenders 10 days later. La Grèce, le grand coupable, c'est Mussolini. Puisque Mussolini avait besoin d'aller s'en prendre à la Grèce. Quant à la Yougoslavie, c'est qu'une histoire d'amour-propre. C'est là encore, si vous voulez, une marque d'orgueil et de colère d'Hitler qui a dit il faut les punir. Despite the delay, Hitler once again improvises and decides to put the Soviet Empire out of the game immediately. In his mind, the hopes of the British rely on the USSR. They must be destroyed by succeeding with another blitzkrieg in the East. Donc il a perdu 2 mois, mais l'objectif est toujours le même, c'est de conquérir l'URSS en 5 mois. Fin 41, l'affaire est close et on se retourne à nouveau vers l'Angleterre là, pour régler la question britannique. Voilà l'idée du plan d'Hitler tel qu'il a été présenté à ses généraux. Alors bien sûr, lorsque ces généraux découvrent les plans d'attaque de l'URSS en juin 41, c'est la consternation là aussi, parce que l'ampleur du travail est immense. Ce sont des territoires sur des milliers de kilomètres. Il avait compté sur 2 choses. D'une part, les distances, et puis d'autre part, le peuplement. Car si l'armée rouge, en 41, n'est pas prête, elle a du monde. Elle va pouvoir mobiliser. Hein. Et ça, avec le temps, ça finira par jouer. On June the 22nd, 1941, Operation Barbarossa is finally set in motion, 3 months late. Hitler gave the order for nearly 4 million Axis power soldiers to invade Russia. Lors de l'offensive allemande sur les Russes, Hitler a mis un coup au moral terrible à Staline, qui s'est enfermé 3 jours dans son bureau et qui n'est pas sorti pendant 3 jours. Ses généraux n'avaient plus de nouvelles. Il est complètement abasourdi, Staline. Il n'est pas surpris, mais il est abasourdi que Hitler soit assez fou pour engager un second front à l'Est sur un territoire aussi grand. Staline n'y croit pas. Barbarossa mobilizes 4,000 tanks and as many German planes. It's the biggest military operation in history. Fighting on 3 fronts, the divisions advance in the south towards Kiev, in the center towards Moscow, and north towards Leningrad. At the start of the invasion, the advance of the German divisions is dazzling. La première raison, c'est tout simplement la qualité des forces allemandes. C'est-à-dire que, pour la dernière fois, le Blitzkrieg fonctionne. La stratégie du Blitzkrieg fonctionne. Donc les Allemands sont très très bons et ils jouent à fond de leurs forces. Faced with this blitz, the Red Army is outnumbered and in disarray, especially as it is defending itself without any real strategy. Staline a fait une purge en 37-38, ayant éliminé des milliers d'officiers de l'armée soviétique. Donc l'armée rouge, au niveau du commandement, n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, inefficace. Staline a donné des instructions très fermes, au début au moins, de ne pas reculer. Au lieu de ça, on se bat désespérément, on se fait encercler, et d'immenses nombres de soldats soviétiques sont capturés. Et ce sont des armées entières, des 200, 300 000 hommes qui capitulent, qui sont capturés lors de grandes manœuvres d'encerclement. Et au total, c'est plus de 2,5 millions d'hommes qui sont capturés lors des 6 premiers mois de l'opération Barbarossa. C'est une masse énorme de soldats que l'armée rouge va perdre. Staline a refusé les signatures des conventions internationales concernant les prisonniers de guerre. Il dit, moi, un soldat de l'armée rouge, il doit combattre jusqu'à la mort.
s'il est fait prisonnier, c'est déjà un traître. Donc son sort ne m'intéresse plus. Et donc ces pauvres soldats russes qui sont faits prisonniers vont partir dans des camps de prisonniers allemands où ils auront un traitement très dur, ils seront traités comme main-d'œuvre esclave, plus de 30% d'entre eux vont périr dans ces camps, qui sont des vrais... On est à l'approche des camps de concentration et des camps d'extermination, hein, on s'en approche au niveau des conditions. Les soldats allemands qui tombent aux mains des Russes, pareil, hein, les Russes ne leur font pas de cadeaux non plus. In German cinemas, where propaganda is in full swing, the civilian population is impressed by the rapid progression of the armies. In October 1941, Kiev is conquered, Leningrad is surrounded, and Moscow is just a few hundred kilometers away. L'environnement rattrape les Allemands. C'est-à-dire que les Allemands qui jusque-là combattaient en Europe de l'Ouest, en Europe du Sud, sur des distances courtes, se trouvent confrontés aux immensités soviétiques. Les lignes de communication et de ravitaillement s'étirent sur des centaines de kilomètres, et ce n'est pas des routes comme on a nous en Occident. Le ravitaillement allemand, la logistique ne suit plus. C'est une armée qui était mécanisée, qui était moderne et qui redevient une armée de fantassins avec des chariots tirés par des chevaux. Et c'est ça qui arrive à la formidable armée allemande dès l'automne 1941, une démodernisation. Plus de 70% est encore hippomobile. C'est-à-dire que les chevaux, il ne faut pas leur donner de l'essence, mais il faut leur donner du foin. Si on peut amener le pétrole par pipeline, parce qu'il y a des régiments de pipeline qui avancent en même temps que l'avancée des troupes, il n'y a pas de pipeline de foin, quoi. Les ordres sont clairs, on se nourrit sur la population. Hein. Donc très très rapidement, il va y avoir des pillages, littéralement, des villages ukrainiens, biélorusses, baltes. Et les soldats vont se nourrir, quitte à ce que les gens crèvent de faim. In light of this, the Russians retreat and systematically apply a scorched earth policy. No urban areas are spared. All of the houses and the harvests are burned. Nothing is saved. Infrastructures are destroyed. Every bridge is demolished with explosives. The invaders' advance must be slowed down as much as possible. The German troops' difficulty progressing is compounded by a climatic event known by the Russians as the Rasputitsa. Il se trouve qu'au mois d'octobre, en Union soviétique de l'Ouest, eh bien, il y a des pluies diluviennes qui transforment les routes et les chemins en cloaques de boue d'1 mètre d'épaisseur. Ce sont des pluies diluviennes qui s'abattent sur les plaines russes. Et donc l'armée va s'enliser dans des bourbiers à partir de octobre 1941. Dès qu'il pleut, les routes deviennent, en fait, ne sont plus des routes, sont des bourbiers. Et donc, progresser devient très difficile, très lent. Et c'est quelque chose qu'Hitler ne réalise pas. Les chevaux, ils en ont jusqu'au poitrail, il faut les abattre. Les camions, ils restent dedans, les chars aussi. Donc, et le problème, c'est que vers la fin octobre, début novembre, en 8 jours, tout ça, ça passe à -30. Donc les camions qui sont dans 1 mètre de boue, maintenant, ils sont dans 1 mètre de glace. It was during this period that the Germans experienced their first loss. Since the beginning of Operation Barbarossa, they had lost half of their initial forces in men and material. Inevitably, the war machine seizing up and the state of morale became so concerning that General Rundstedt decided to inform Hitler. Von Rundstedt, comme beaucoup de généraux et d'officiers allemands, ont les informations qui remontent du terrain, qui remontent des lieutenants, des capitaines, et qui disent la situation est catastrophique, les compagnies qui comptaient 200 hommes, il en reste 20, 30, les chars, sur un effectif théorique de 50 ou 100 chars, il n'y en a plus qu'une dizaine. À partir de novembre 1941, l'armée allemande est aux portes de Moscou. La légende dit que certains voyaient déjà les clochers du Kremlin. On est à une cinquantaine de kilomètres du Kremlin. Les objectifs sont plutôt atteints, mais avec du retard. Ce retard va expliquer que les armées allemandes vont être bloquées face à Moscou, notamment à cause de la neige, tout simplement. Le plus grand soutien de Staline, ça va être
en dépit des Américains qui vont lui fournir du matériel. Mais ce sera l'hiver russe, le général Hiver, qui va se venir au secours de Staline et qui va geler la machine de guerre allemande. Les soldats sont équipés avec leurs équipements d'été et ne seront pas équipés de vestes d'hiver quand le froid va leur tomber dessus. Et un froid de moins 30, moins 40, personne n'y résistera. Les armées allemandes ne sont pas équipées temps froid. Parce qu'elles ne peuvent pas tout faire non plus. Et ils ne sont pas équipés temps froid. Ou très peu. Il y a peut-être quelques divisions qui sont de SS qui sont peut-être équipées, mais ils ne sont pas équipés. Donc les pauvres gars claquent des dents, quoi. Le carburant gèle, vous prenez votre fusil, vous le serrez et vos mains restent collées à l'acier gelé, etc., etc. Leurs chars vont geler sur place, leurs avions ne démarreront plus, les soldats vont mourir de froid, tout s'arrête. The German army is now paying a high price for Hitler's delay in launching Operation Barbarossa. C'est une armée mal ravitaillée, ayant froid et faim, qui se bat avec courage et détermination contre des Russes qui étaient eux aussi de plus en plus déterminés à défendre Moscou et la mère patrie. Given the urgency, Stalin tries to galvanize his people with patriotic speeches. We must repel the enemy at all costs. The date of the counterattack has been set. It will be headed by a strategist of the Red Army, General Zhukov. Zhukov est sans doute un des esprits les plus brillants de l'armée rouge. Il a commencé sa carrière comme simple cavalier. On dit même qu'il a décapité d'un coup de sabre un cavalier blanc. C'est un esprit très brillant qui a été formé en particulier à Berlin avec certains officiers soviétiques qui ont eu comme professeur un certain capitaine Paulus, qui sera le grand vaincu de Stalingrad. Et Zhukov est un protégé de Staline. C'est l'homme de la situation, c'est pas quelqu'un qui va perdre ses nerfs ou faire comme certains généraux soviétiques ou autres, vouloir conduire des charges en avant pour masquer leur incompétence par un surcroît de courage. On the 5th of December 1941, the Red Army's counterattack begins. C'est Zhukov qui prend l'offensive, une contre-offensive très bien menée, qui prend les Allemands, je dirais, à contrepoint. Ceux-ci sont obligés de reculer malgré les ordres. Hitler donne un ordre d'arrêt, de transformer les villages en forteresses. C'est souvent les civils qui en font les frais. Ils sont chassés, livrés à eux-mêmes dans la neige. Et des batailles terribles ont lieu dans ces villages, car en fait, la bataille décidera de qui dormira dans la neige et dehors ou pas. Donc ce sont des combats excessivement sauvages, je dirais, et plus du tout de la guerre moderne. At the end of December 1941, the German front was pushed back 100 or 200 kilometers. En décembre 1941, Hitler est bien obligé d'admettre que sa stratégie de conquête est un échec. Et plutôt que de prendre cet échec sur sa propre responsabilité, il va donc se décharger sur ses trois maréchaux, qui donc commandaient les trois groupes d'armées, le nord, le centre et le sud. Et donc il va limoger ou inviter à la retraite de ses officiers donc à quitter le champ de bataille. After the Battle of Moscow, von Rundstedt and 37 other generals were dismissed. Hitler is then forced to have a radical reshuffle of his army. Les critiques de certains de ses subordonnés, il ne les supporte plus. Il fait appel à des jeunes loups un peu plus jeunes qui, eux, par ambition, vont être beaucoup plus serviles. Le chef de l'état-major allemand s'appelle Keitel. Et il y a un jeu de mots à l'époque qui le surnomme la Keitel. Lacaille, c'est le laquais. Donc voilà, ça donne une idée de la servilité de l'entourage d'Hitler qui n'ose absolument pas le contredire, qui n'ose même pas discuter avec lui. Cette extrême concentration des pouvoirs et du pouvoir décisionnel aboutit à des catastrophes puisque un homme seul prend des initiatives désastreuses. In December 1941, while the situation on the Eastern Front is becoming more complicated, Hitler makes one of the most disastrous decisions of the war. On the 7th of December 1941, 353 Japanese aircraft take off from 6 aircraft carriers in the direction of Pearl Harbor, the base of the US fleet in the Pacific.
7 décembre 1941, l'amiral Yamamoto, qui commande la flotte, attaque Pearl Harbor. Ce ne sont pas les États-Unis qui entrent en guerre. C'est le Japon, effectivement, qui bombarde Pearl Harbor. Et il y a un état de guerre qui est constaté par les États-Unis. I ask that the Congress declare a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. 2 jours après, Hitler, soi-disant grâce au pacte germano-nippon, déclare la guerre aux États-Unis. Le pacte avec le Japon ne prévoyait d'assistance au Japon que si le Japon était attaqué. Or là, c'est le Japon qui a attaqué les États-Unis. Donc il n'y a pas de cas d'alliance, si vous voulez. Hitler aurait très bien pu se dispenser de déclarer la guerre aux États-Unis. Deutschland, Italien und Japan werden den ihnen von den Vereinigten Staaten von Amerika und England aufgezwungenen Krieg mit allen ihnen zu Gebot stehenden Machtmitteln gemeinsam bis zum siegreichen Ende führen. Les généraux allemands critiquent, mais ne sont pas capables de s'opposer à ce projet-là. Ils sont consternés par cette décision, mais ils obéissent malgré tout. Je pense que cette décision est mue par une méconnaissance totale des États-Unis de la part de Hitler. Il n'a jamais mis les pieds aux États-Unis, il ne se rend pas compte de la puissance industrielle des États-Unis et il sous-estime certainement l'armée américaine. L'armée américaine, en 1940, c'est 140 000 hommes. Donc Hitler se dit 140 000 hommes, c'est pas eux qui vont bousculer la face du monde. Erreur très grave, effectivement. L'armée américaine va se constituer une énorme machine de guerre, va mettre en place une énorme production industrielle de dizaines de milliers de chars, 50 000 Sherman seront produits pendant la Seconde Guerre mondiale, de milliers d'avions. À la fin du conflit, l'armée américaine, c'est 16 millions d'hommes. En 4 ans, ils vont passer de 140 000 hommes à 16 millions d'hommes. By underestimating the military power of the United States, Hitler definitely compromises his chances of winning the war. Ce qu'on voit dans cette affaire de la déclaration de guerre aux États-Unis, qui est une décision personnelle, c'est l'extrême concentration du pouvoir décisionnel au sommet du Troisième Reich, notamment en matière militaire, dans les mains d'Hitler. C'est pas un stratège, c'est un homme qui commence à être malade, qui est bourré d'amphétamines et de drogue, comme la plupart des généraux allemands en général. C'est un homme qui fait des crises, c'est un homme qui est complètement méfiant et paranoïaque. Et il pilote à ce moment-là l'armée allemande, qui est dans un tournant un peu crucial de sa vie, donc fin 41. Il a perdu du monde. On estime qu'il a perdu, pendant la campagne de 41, dans les environs 700 000 hommes. Donc, il n'a plus le même potentiel qu'en juin 41. Ses perspectives stratégiques sont quand même beaucoup plus limitées. Disagreeing with his generals, who want to retreat to preserve the rest of their forces, Hitler wants to attack again and again. However, on the front, in the heart of the Russian winter, the balance of power has clearly changed. The troops of the Reich seem unable to resist the waves of assault by the Soviet army. Zhukov sends millions of men from his Siberian army into the battle. In early 1942, Hitler, who from that point really held all of the power, prepared to make more poor strategic decisions. Between July 42 and February 43, the decisions of Hitler to take Stalingrad turn out to be catastrophic. Il aurait mieux valu encercler la ville de Stalingrad et ne pas faire entrer l'armée allemande dedans. Donc ça a été effroyable. At the same time, hundreds of thousands of elite soldiers from their North African army are condemned. L'Axe perd autant de troupes, sinon plus, en Tunisie qu'il n'en perd à Stalingrad. Germany, withdrawing on all fronts, has to face the consequences of declaring war on the United States. In June 44, the Normandy landings begin. Hitler doesn't register the importance of this event that will bring about the fall of the Reich. 6 juin 44, incroyable, Hitler s'est couché à 4 h du matin et il ne faut pas le réveiller.
von Rundstedt, qui est commandant du Grosse Paris, insiste, mais on lui répond non, 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 sous aucun prétexte. August 1944. Part of the military staff organize a bombing to put a stop to the Führer's dangerous and deadly decisions. Hitler physiquement est diminué, mais psychologiquement est également diminué. C'est un homme qui est de plus en plus dans sa tête assiégé. Il est épuisé physiquement et mentalement, et plus personne n'ose le contredire. December 1944. Hitler, who is increasingly dependent on drugs, sends his men in a counterattack in the Ardennes that is as pointless as it is deadly. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. Hitler's final lost battle. This catastrophic attack will bring about the fall of the Third Reich. During the Second World War, Hitler made an increasing number of errors and lost many battles. Je dirais qu'Hitler, c'est un homme qui tente des coups de poker. In 1940, when England was in his reach, Hitler allowed the British Army to rebuild itself. La décision de bombarder les populations plutôt que les objectifs stratégiques, militaires, industriels est une énorme erreur. A mistake that he will pay a high price for during the Allied landings. In 1942, in yet another bad decision regarding the Red Army, Hitler sends his troops into the cruel Russian winter. Les armées allemandes ne sont pas équipées en froid. Donc les pauvres gars claquent des dents, quoi. Hitler loses almost 1 million soldiers in what would be the real turning point of the Second World War. Hitler a perdu la guerre à l'Est. In 1944, he launches an unnecessary attack in the Ardennes. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. The only one responsible for this massacre, Hitler used up the last of his troops and opens up Germany's doors to the Allied forces. At the beginning of 1942, Nazi Germany had reached breaking point. The Führer had made an increasing number of bad strategic decisions. 1 p.m. After the Japanese attack on Pearl Harbor, Hitler declared war on the United States. This decision, which was taken without seeking advice from his military leaders, sows the seeds of the defeat to come. In Russia, Hitler's Operation Barbarossa failed to bring victory for the Reich against the Russian giant. On the contrary, Stalin's counterattack pushed back the German army and forced them to face the terrible Russian winter. For Hitler, it's time to choose between the strategic withdrawal advised by his generals and the headlong rush driven by his insanity. Le pétrole fourni par l'Allemagne ou par la Roumanie ne suffit plus du tout à alimenter les Panzerdivision. Donc du coup, Hitler commence à envisager aussi la conquête des champs de pétrole caucasiens notamment, donc dans le sud de la Russie. Prendre les pétroles du Caucase, Bakou, Maïkop et autres, c'était répondre à un double objectif. Déjà, priver l'armée rouge de sa capacité à faire la guerre. Deuxièmement, se donner les réserves stratégiques pour l'Allemagne pour régler le problème immense que le blocus faisait peser sur ce pays. Blocus anglo-saxon qui était quasiment hermétique, et donc Hitler pensait réaliser ce double objectif par le plan bleu, Fallblau, déclenché donc le 28 juin 1942 à l'Est. On paper, Case Blue seemed very attractive, but in practice, Hitler hadn't taken into account the state of the roads after the thaw and the considerable distances that had to be covered to reach the Caucasus. Baku, the capital, is almost 3,000 kilometers away. Hitler also overlooks his men's attenuation, their equipment and supply difficulties.
Still falling prey to his racial prejudices, the Führer continues to underestimate his Russian enemy. Et les premières semaines sont plutôt en sa faveur, la conquête se fait assez facilement, sauf que le 23 juillet 1942, un ordre assez hallucinant tombe. Hitler décide de diviser ses armées en deux. Une première armée va effectivement aller vers le Caucase et la 6e armée du général von Paulus est chargée d'aller prendre Stalingrad. Hitler fait suivre à ses troupes deux axes divergents. C'est donc le principe néfaste de division des forces. The military leaders are bewildered by this improvisation, but nobody has even the slightest influence on Hitler's strategic decisions. It's left to an exhausted and badly provisioned 6th Army to take Stalingrad. They're commanded by General Friedrich Paulus. La prise de Stalingrad est très importante pour Hitler. Il y a une première raison assez évidente, c'est que ça s'appelle Stalingrad, donc c'est politique. On va prendre la ville qui porte le nom de Staline. Stalingrad est un symbole à la fois pour Hitler et pour Staline, évidemment. Parce que Stalingrad, c'est une grande ville industrielle qui porte le nom du dictateur soviétique. Et Hitler a bien compris, évidemment, que prendre Stalingrad, du point de vue symbolique, ce serait effectivement un désaveu du dictateur soviétique. Prendre Stalingrad, c'est couper les communications sur la Volga. Et ça, c'est quand même important parce que nous sommes en 1942, l'apport américain commence à intervenir sérieusement. Il arrive par l'Iran, la Caspienne, et il remonte la Volga. Donc, par conséquent, si Stalingrad tombe, la route de la Volga est coupée. Les approvisionnements américains ne remontent plus vers le nord. Le 23 août, au moment où les Allemands de Paulus, 6e armée, y arrivent, le soir même, déclenchement d'un bombardement. Un bombardement qui va avoir pour conséquence de transformer Stalingrad en ruine. L'ordre consistant à détruire tout ce qu'il est possible de détruire est un ordre qui est idéologiquement complètement cohérent. C'est-à-dire que ces gens sont des inférieurs, ils ont l'outrecuidance de nous résister, nous allons les réduire à néant. Voilà, pour résumer. Ce que Paulus ne réalise peut-être pas, c'est l'immense difficulté du combat urbain. Il est bien connu que les ruines pour la défense, c'est formidable. Lorsque l'on est dans une ville détruite, les armes fonctionnent différemment. Les armes effectivement utiles changent. Là où un char était très utile à découvert, il ne l'est plus dans une ville parce qu'à tous les coins de rue, il peut se faire détruire par quelqu'un d'un peu décidé, que ce soit avec un bazooka ou avec un cocktail Molotov, etc. Donc le combat change de nature. Il aurait mieux valu encercler la ville de Stalingrad et ne pas faire entrer l'armée allemande dedans. Les soldats allemands n'étaient pas habitués à la guérilla urbaine dans une ville démolie. Et donc, ils ont eu beaucoup de difficultés déjà tactiquement à s'adapter à ce genre de combat. Et les Soviétiques, eux, de leur côté, ont mis des forces incroyables en face. Ils ont eu d'énormes pertes, mais ils voulaient absolument tenir. Donc, ça a été effroyable. For almost 2 months, Paulus keeps on increasing his attacks against an enemy who relentlessly defends every district, every building, every floor and every basement. Ils ne parviendront pas à la Volga. Il y a un quartier qu'ils ne parviendront jamais à prendre. Et donc les troupes soviétiques, elles passent la rivière et il y a toujours des renforts qui arrivent heure par heure. Il y a un régiment soviétique qui est démoli, il y a un autre régiment qui arrive constamment. Parfois, c'est dramatique parce qu'ils arrivent sur le front sans fusil. Donc, ils seront obligés, on leur dit, prenez le fusil des morts qui sont devant vous pour attaquer. L'armée rouge va y laisser des dizaines de milliers d'hommes. Les commissaires du NKVD, l'ancêtre du KGB, seront sans pitié. Tout soldat ou toute troupe qui veut reculer est abattu sur place. On citera le chiffre de 13 000 soldats abattus par les commissaires du NKVD. Donc, c'est pas rien. When the snow arrives in October 1941,
the Germans again do not have the equipment they need for winter. With no significant reinforcements, untrained for urban warfare, and with poor supplies, the morale of the Wehrmacht troops plummets. Paulus se rend compte par des reconnaissances aériennes dès octobre que sur son flanc nord et sur son flanc sud-est, il y a de fortes concentrations soviétiques qui se font. Il est inquiet parce que sur ces deux endroits, ces flancs sont couverts par deux armées roumaines qui sont fort mal équipées pour la guerre en général et pour l'hiver en particulier. Il lui demande l'autorisation de faire effort pour pouvoir décrocher, car sinon, il va se trouver dans ce que les Allemands appellent un Kessel, c'est-à-dire un chaudron. Hitler va dire « niet ». On ne recule pas. On ne recule pas. C'est une stratégie de se reculer pour mieux réattaquer. C'est une stratégie militaire qui est vieille comme le monde. Et si on ne recule pas, on se fait manger. Si on recule, on refait ses forces et on peut réattaquer. On n'apprend pas ça au caporaux, quoi. On October the 14th, 1942, Hitler gives the strict order forbidding Paulus to retreat. His troops must stay in Stalingrad and win the battle at all costs. A month later, the Red Army launches a large-scale attack on two fronts around the city. Staline lance sa contre-offensive, il ne la lance pas sur Stalingrad même, où il y a le cœur des forces allemandes, mais il va étudier le dispositif allemand, et au nord et au sud de Stalingrad, il y a les troupes italiennes et roumaines. Et les Russes vont fondre sur ces troupes italiennes et roumaines, qui sont d'une moindre valeur militaire, et qui vont céder plus rapidement, et qui va permettre l'encerclement de Stalingrad. When, on the 23rd of November 1942, the Red Army joins both its sides, Paulus's 6th Army is caught in the trap. Une armée allemande enveloppée, ce n'était jamais arrivé, et donc Hitler donne l'ordre au Feldmaréchal von Manstein, provisoirement son commandement, de monter une opération de dégagement de Stalingrad par le sud. Von Manstein warns Hitler that he will only be able to create a corridor, allowing supplies to reach Paulus and enable him to escape. To do this, von Manstein's troops attack the Russians directly. But, anticipating this move, the Red Army launches a counterattack. Von Manstein is forced to withdraw before he is surrounded himself. Paulus's army has to survive alone, with limited supplies, fuel and ammunition. Pour alimenter cette 6e armée, cette 6e armée, en gros, ça fait dans les 250-260 000 hommes. Il faut un minimum de 500 tonnes par jour. Et Göring répond encore une fois présent. Kein Problem, mein Führer. 500 tonnes, vous en voulez 500? C'est pas 600? Non? Ok, 500, très bien. Moi, mes Junkers 52, ils vont y aller. Or, là-bas, ça bat la neige et le froid. Les Junkers 52, avec la mauvaise essence, la mise en route, les moteurs ne démarrent pas, ça ne chauffe pas, et puis il peut en amener 100 tonnes, quoi. Manque 400. Donc, au bout de 8 jours, manque 3200, quoi. Hein. Le résultat des courses, c'est que la 6e armée, au sens vrai du terme, va crever de faim. Elle va crever de faim, puisqu'il faudra quand même donner une certaine priorité aux munitions. On the 10th of January 1943, the Red Army launches a final assault, designed to reduce once and for all the Stalingrad pocket of troops. 15 days later, when the Russians cut the German forces into two, Hitler once again repeats his order to Paulus that his troops must not retreat or surrender. Hitler nomme en dernière limite, fin janvier, von Paulus maréchal, en croyant que von Paulus allait se suicider, ne pas se rendre, parce qu'un maréchal allemand ne se rend pas, et von Paulus va se rendre. Paulus se rend, mais ne donne pas l'ordre formel à ses hommes de se rendre, donc ça dure encore 48 heures, mais c'est foutu, quoi. Finally, on the morning of the 2nd of February 1943, the red flag flies over Stalingrad. It's the first major defeat for the German army
and its supreme ruler, Adolf Hitler. Le problème de von Paulus, c'est qu'il a été très obéissant à l'égard d'Hitler, mais c'est pour ça qu'il a conservé son poste. Mais d'un autre côté, en restant extrêmement obéissant à Hitler, il a permis aux Soviétiques de faire des centaines de milliers de prisonniers. Donc, il aurait peut-être dû penser à ses troupes avant de penser à sa fidélité à Hitler. Je crois qu'une caractéristique de cette guerre en Russie, toute guerre est inhumaine, mais celle-ci l'est particulièrement. Les Allemands ont été affreux et les Russes leur rendent l'appareil. Ce qui veut dire que des 91 000 prisonniers de Stalingrad, il y en aura moins de 5 000 qui retrouveront leur pays. Ils vont soit être liquidés purement et simplement, soit crever de faim dans les camps de prisonniers. During Operation Barbarossa, the Germans lost 1 million men, either killed, injured, or disappeared. The Red Army lost twice as many, but it had 7 times as many men in reserve than the Wehrmacht. Depuis 39-40, on avait une armée plutôt conquérante dans la victoire. Et là, on a vraiment un tournant, une bascule. Et cette bascule va continuer à s'opérer donc en Afrique du Nord à partir de l'année 43. While Hitler suffered his first loss on the Russian front, in response to his declaration of war, the Americans entered the conflict. Allied with the British, they had been making advances in North Africa. The President of the United States welcomed the Prime Minister of Great Britain. The gravity of the moment had brought them together. During the spring of 1942, when German domination was at its strongest, the Allies agree on the need to open a second front, as called for by Stalin, to support the USSR. This operation, known as Torch, must allow landings on the coast of North Africa. This would give the British and Americans a platform to land in Europe. To do this, they need to vanquish the elite troops of the Afrika Korps, which occupy Libya. L'Afrika Korps, c'est une armée d'élite. L'Afrika Korps n'est pas du tout négligeable. Il est commandé par Rommel, un général très populaire auprès de l'opinion publique allemande. L'Afrika Korps du maréchal Rommel va avoir maintenant un nouvel ennemi en plus sur le dos. Alors qu'ils avaient déjà les Anglais, ils étaient en train de retraiter. Ils vont avoir maintenant la puissance des Alliés qui va préparer un débarquement, donc l'opération Torche, en novembre 1942, sur les côtes d'Afrique du Nord. On November the 8th, 1942, Operation Torch, involving 100,000 soldiers, sets out from 200 war buildings. 3 groups are in charge of establishing 9 bridgeheads along a 1,500-kilometer coastline. They are soon battling General Rommel's troops, who are allied with the Italians. Rommel a été battu à El Alamein. Bon. El Alamein, une bataille que les Anglais ne pouvaient pas perdre. Ils ne pouvaient pas perdre pour 2 raisons. La première, qu'ils étaient au moins à 2, voire même à 3 contre 1. Deuxièmement, ils étaient près de leur base. Tandis que Rommel, sa base, elle était loin. C'était Tripoli, un peu Benghazi, et plus loin, la Tunisie. Donc, il a été battu. À partir de ce moment-là, les forces de l'Axe italienne et allemande qui se trouvent encore en Libye et en Tunisie sont combattues à l'est par la 8e armée britannique qui progresse en Libye et à l'ouest par les anglo-saxons associés aux Français. Ils sont encerclés, en fait, de plus en plus. Et à la fin, Rommel signale effectivement à Hitler la nécessité de rapatrier les troupes d'une façon ou d'une autre, ou en tout cas d'arrêter les combats. And in North Africa, Hitler makes the same mistake he made in Stalingrad. Once again, he persists and demands that his army hold their positions down to the last man. Il eût été préférable de quitter l'Afrique du Nord, de se replier en Italie
plutôt que de tenter de résister à tout prix, plutôt même que d'envoyer des renforts, comme Hitler le fait, en Tunisie. Thousands of young German soldiers who had just landed would be sacrificed in vain. La seule chose, c'est que Rommel est rappelé par Hitler, parce que Rommel est une figure très populaire en Allemagne, un des meilleurs généraux allemands. Et donc, il aurait été catastrophique que Rommel soit fait prisonnier. Little by little, the noose is tightening. The superiority of the Allies' equipment is overwhelming, and their blockades of artillery inflict serious losses on enemy troops. But the Afrika Korps continues with its suicidal counterattacks. The Tunisian mountains will become a graveyard for the majority of the German soldiers. Ceux qui avaient reçu ordre de se battre en Tunisie, se sont battus jusqu'au bout. Ils se sont battus jusqu'au bout. Lorsque la Tunisie a capitulé vers le 8 mai 1943, il y a eu 130 000 Allemands qui se sont trouvés prisonniers en Tunisie. C'est une erreur majeure. C'est une erreur majeure qui aboutit à une défaite terrible, à une quantité de prisonniers, non seulement italiens, mais également allemands, tout à fait considérable. J'ai tendance à penser que le désastre tunisien, le désastre de l'Axe en Tunisie, est probablement pire en matière stratégique et en termes de puissance militaire que ce qui se passe à Stalingrad. C'est symboliquement moins fort, c'est aujourd'hui moins connu, mais c'est un désastre qui est probablement pire pour les armes de l'Axe que ce qui se passe à Stalingrad. Il perd autant de troupes. L'Axe perd autant de troupes, sinon plus, en Tunisie qu'il n'en perd à Stalingrad. In May 1943, on the Russian front, the situation is no better. The Germans have been pushed back everywhere. Hitler wants to take the initiative after his failures in Moscow and Stalingrad. In Kursk, the opportunity for a counterattack emerges for the German military. A 150-kilometer pocket was created at the front line during the Russian attack in the spring of 1943. Les soviétiques ont formé dans le dispositif allemand ce qu'on appelle, selon qu'on le regarde, un saillant ou un rentrant, c'est-à-dire une grosse bosse. This salient has several important weaknesses in its defense. Hitler a eu l'idée de la percer par une offensive blindée majeure, de manière à encercler les armées soviétiques qui étaient dans cette poche et avoir une victoire. Le véritable objectif d'Hitler, c'est de faire encore de la communication. Car après Stalingrad, tous ses alliés, Mussolini compris, lui ont dit « il faut faire la paix avec Staline, maintenant on ne peut plus tenir ». Donc l'objectif politique d'Hitler, c'est de redonner confiance à ses alliés européens, et donc il veut montrer la puissance de l'armée allemande, notamment avec de nouveaux matériels en panzer, les tout nouveaux chars Panther, chars moyens, puissants, et surtout le tout puissant Tigre qu'il a depuis quelques mois, et de chasseurs de chars géants éléphants. C'est vrai que le Tiger et le Panther étaient d'excellents chars. Les Allemands ont un passé de blindés excellent. Ça n'arrive pas aussi vite qu'ils ne le pensent. C'est ça le problème. Parce que il ne suffit pas de dire il n'y a qu'un faucon, quoi. Hein. Tout ça se passe très très loin des centres industriels allemands où sont produits ces chars, où sont produites ces armes, et il faut le temps de les acheminer. Et ce sont des choses que tout le monde oublie, mais il faut les mettre dans des trains, il faut que ces trains parviennent à progresser, malgré les partisans soviétiques qui commencent à devenir très très efficaces, malgré l'aviation soviétique, et donc tout ça prend du temps. General von Manstein is in favor of a quick attack. He wants to surprise and destroy the enemy, which is worn out from the last months of combat. Hitler disagrees. He wants to stall for time until the new, supposedly invincible tanks arrive. Il temporise, ça va arriver, mais si on perd un mois ou deux alors qu'on est au milieu de la toundra, c'est mortel. Voilà. On a perdu plusieurs semaines. En attendant, les généraux soviétiques qui étaient sur place, eux, étaient bien au courant qu'il y avait une offensive qui se préparait du côté allemand. Ils sont au courant, par les Anglais, de tous les axes d'attaque des Allemands. Dès le jour où le plan a été prévu par l'état-major allemand, les Anglais ont déchiffré Enigma
et on fait part d'une partie de ces renseignements aux Russes. Donc les Russes savent exactement comment les Allemands vont attaquer, où ils vont attaquer et avec quel type de force ils vont attaquer. Ils ont eu le temps de préparer le terrain par une défense en profondeur, avec des mines, avec tous les systèmes anti-chars, l'artillerie, etc. Ils se sont renforcés durant ce temps-là. Et donc c'est vrai que Hitler a déclenché l'offensive le 5 juillet 1943, trop tardivement à nouveau. On the 5th of July 1943, Operation Citadel began. There were sizable forces involved. 2 million Russian soldiers against 900,000 Germans. Even more impressive, 2,700 German tanks would face nearly 5,000 Soviet tanks, mostly composed of T-34 models. Ce sont des chars entre guillemets basiques, pas du tout sophistiqués, mais résistants et très bien servis par les tankistes soviétiques. Le T-34, ils en ont à l'appel, des milliers, et ça y va, ça y va, ça y va. Et les pauvres gros Panther et Tiger qui arrivent, ben, ils sont morts avant d'arriver, quoi. Hein. La bataille de Koursk va être la plus grande bataille de blindés de la Seconde Guerre mondiale. Et ça va être le cimetière des blindés. L'offensive nord va très rapidement tomber sur des défenses soviétiques impénétrables et ils vont s'y casser les dents, ils vont être obligés de reculer. Vers le sud, les défenses vont être enfoncées, les défenses soviétiques. Mais très rapidement, les troupes allemandes ne peuvent pas tenir, ils n'ont plus assez d'hommes, ils perdent un matériel fou et les soviétiques se renforcent de jour en jour. Les unités blindées allemandes combattent quasiment à 1 contre 2. Et donc très rapidement, malgré la valeur de ces unités blindées allemandes, le combat tourne à l'avantage des soviétiques. Il n'y aura pas tellement de manœuvres. On va se tuer à bout portant. Ça va être, dans un sens, si vous voulez, un Verdun des chars. The loss at Kursk is another demonstration of Hitler's inability to lead his armies. In 50 days of fighting, the Wehrmacht has halved in numbers. Que l'armée allemande prenne ou pas ce saillant n'aurait pas changé la guerre. Il aurait mieux valu du côté allemand battre en retraite et de faire une ligne de défense, mettons, à l'ancienne frontière de l'Union soviétique, de faire quelque chose de solide, que de mener ces combats en retraite permanents, perdant des milliers de camions et de blindés qui ne pouvaient plus rouler. Là, ils ont eu des pertes épouvantables en matériel et en hommes. C'est un événement majeur parce que, après Koursk, les Allemands n'auront plus l'initiative sur le front de l'Est. Ils ont perdu tellement d'hommes et de matériel à Koursk qu'ils ne seront plus en capacité, après Koursk, de mener une opération de grande échelle sur le front de l'Est. À Stalingrad, il a perdu 260 000 hommes et puis un revers de prestige. Enfin, la Wehrmacht était toujours là. Tandis qu'à Koursk, Hitler a perdu la guerre à l'Est. In 1944, the Germans retreat on all fronts. Hitler also believes there will be an imminent Allied landing, so he is on the defensive. Hitler pense que le débarquement se fera autour d'un port en France, et donc il a privilégié une zone possible de débarquement plutôt dans le nord de la France. Et en plus, c'est là, entre Calais et Douvres, où la partie de la Manche est la plus courte, on a à peu près une trentaine de kilomètres, alors qu'entre Cherbourg ou Caen, il y a à peu près 120 kilomètres. Donc les Alliés ne vont pas être fous. S'ils partent d'Angleterre, ils partiront de Douvres. Hitler pense que les armées américaines alliées vont débarquer dans le Pas-de-Calais. Et pour ce faire, il met les Panzerdivision très bien armées à Lille et dans la région du Nord, en face du Pas-de-Calais, quoi, en gros. Cette cécité sur le lieu va être une erreur stratégique d'importance, puisque pendant longtemps, cette 15e armée allemande va être utilisée à défendre des côtes contre un envahisseur qui ne viendra jamais. To mislead Hitler, the Allies increased the number of fake operations.
Il y a eu des bombardements importants dans le nord de la France, peu avant le débarquement de Normandie, pour faire croire. Il y a eu des agents doubles en Angleterre qui ont envoyé des messages au commandement allemand disant que le débarquement se ferait bien dans le Nord-Pas-de-Calais ou sur la côte belge, enfin bon, avec des renseignements contenant des aspects vrais et des aspects faux. Hitler falls into the trap. Convinced that an Allied landing will take place in northern France, he sends a maximum number of troops there. When Operation Overlord begins on the 6th of June 1944, the first wave of the Allied attack doesn't land in the Pas-de-Calais. Instead, they are 300 kilometers away on the Normandy coast, precisely where the German position is less defended. Given the seriousness of the situation, the German military leaders must urgently redeploy the panzer divisions to face the Allied troops. They must call Hitler. Only he can give the order. 6 juin 1944, incroyable, Hitler s'est couché à 4 h du matin et il ne faut pas le réveiller. Le matin du 6 juin, on n'a pas le droit de le réveiller. Von Rundstedt, qui est commandant du Grosse Paris, insiste, mais on lui répond « Non, 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 sous aucun prétexte. » Mais oui, mais il faut me lâcher les divisions qui sont... Non, non, non. The hours go by, and the waves of Allied attacks keep coming one after another. Il va se réveiller qu'à 10 h. Les opérations sont déjà extrêmement engagées. Il faut prendre des décisions tout de suite. Tout est bloqué. Hitler est le seul qui a la main pour bouger les divisions de Panzer. En France, il y a 10 divisions de Panzer. C'est l'arme qui peut faire la différence face aux Alliés au débarquement. Les 10 divisions de Panzer, c'est ce que redoutent le plus les Alliés. S'ils sont engagés sur le front de Normandie, le débarquement devient une affaire beaucoup plus compliquée et beaucoup plus incertaine. When informed of the Allied landings, Hitler refuses to reverse his judgment and still thinks that the Allies are trying to manipulate him. Il dit c'est pas vrai quoi. C'est pas vrai. C'est une intox. Donc je garde mes Panzer Division. Il a cru que c'était une diversion, que le débarquement allait très prochainement se faire dans le nord et pas en Normandie, que c'était une opération secondaire. By midday, Hitler still hasn't taken action. During this time, the Allies seize the beaches one by one. Rundstedt donne l'ordre de mise en route. Ils partent. La grande chancellerie rappelle en disant « Suruk, demi-tour, il n'est pas question ». Et pendant ce temps-là, les partisans, enfin nos FFI font sauter les ponts. Et quand Hitler se rend compte vraiment qu'il faut y aller, les trains sont obligés de descendre jusqu'à Montargis, Sens, pour remonter, parce qu'il n'y a plus de pont sur la Seine. Eh oui. Hitler va retenir 7 divisions de Panzer dans le Nord-Pas-de-Calais et il va seulement en envoyer 3 en Normandie. 70% de ces chars vont rester l'arme au pied pendant que les combats se dérouleront en Normandie. Ça va permettre aux Alliés de renforcer tous les jours cette tête de pont et d'assurer la libération de la France et de l'Europe. Si Hitler n'avait pas dormi ce matin-là et s'il avait accepté d'écouter ces généraux, ces maréchaux dont c'est le métier, eh bien, il aurait donné l'ordre. Dans les 48 heures, les Panzer Division étaient en face d'Omaha Beach. Eh bien, peut-être que les Alliés seraient repartis, auraient rembarqué, quoi. Hein. C'est de la politique fiction. N'empêche que. The military climate continues to deteriorate. Some dignitaries think that the time has come to make Hitler pay for his errors that have been so costly to the German army. En Allemagne nazie, il y avait une résistance. Il y a une résistance allemande à Hitler en Allemagne nazie, y compris dans l'armée, de gens qui en 39-40, croyaient en Hitler. That's why on the 20th of July 1944, some of those involved in the putsch launched Operation Valkyrie. Les acteurs de l'attentat du 20 juillet 1944 sont en partie des officiers supérieurs et puis des officiers généraux de la Wehrmacht qui ont une vision très lucide de ce qui se passe à l'Est, qui savent que, dans un terme très court, la guerre est perdue et qu'il faut donc couper net la décision de poursuivre la guerre
en tuant le chef des armées et, en l'occurrence, le chef de l'État. For this, the conspirators have an ideal man who regularly is in close contact with the Führer, Colonel Stauffenberg. He's an impressive character who has serious injuries from the campaign in North Africa. That day, when he arrives in East Prussia for a meeting with military leaders, his bag is stuffed with explosives. The attack cannot fail. L'attentat dans le repère du Loup au mois de juillet 1944 est un attentat qui échoue de très peu. When the meeting begins, around 20 of the Wehrmacht's dignitaries were around Hitler. Stauffenberg is late. C'est de la faute, ça n'a pas de chance. En ce sens que la bombe de von Stauffenberg a été placée à un mauvais endroit. Stauffenberg joins the group during a general's report. Because he is deaf, and at his request, he is placed on the Führer's right, the ideal place for him to put the briefcase of explosives. L'attentat a échoué pour une raison purement de mallette mal positionnée en dessous de la table. Under the pretext of a phone call, Stauffenberg hurriedly leaves the room. Un des officiers, cette sacoche le gênait, il l'a déplacée. Et il l'a mis contre un pilier en bois d'une des tables sur lesquelles se tenait la conférence. The explosion entirely blew out the building, but the conspirators failed in their assassination attempt. The attack only claimed 3 victims and miraculously spared Hitler. The dictator escaped with an injury to his right hand and minor burns on his body. Quelqu'un a dit la main du diable a protégé Hitler. Et c'est vrai, il aurait dû mourir ce jour-là. The same day, Mussolini arrives in East Prussia. He is welcomed by Hitler, who has his right arm in a sling. Miraculously spared, the Führer wants revenge. Et alors, il y a eu une purge à la suite de ça tout à fait considérable parce que pour la plupart des membres de l'armée allemande, des commandants de l'armée allemande qui sont impliqués de près et même de loin, et même parfois de très loin dans cet attentat, sont fusillés, éliminés. Rommel sera obligé de se suicider. Von Kluck, un des grands patrons aussi de l'armée allemande du moment, qui conduit de se suicider. Une partie des comploteurs seront pendus à des crottes-bouchées. Les films seront visionnés par Hitler, qui fera voir son état-major personnel en tant qu'avertissement. His revenge is immense. In total, 5,000 people are killed in a purge which decimates the military. Hitler no longer trusts his army. Dans ce processus-là, c'est la SS qui va gagner en puissance. Himmler, maintenant, est le numéro 2 à côté d'Hitler, parce que Hitler, effectivement, confie à la SS c'est une remise en ordre. Et ça va avoir des conséquences dramatiques sur l'état du front, puisque plus que jamais, à partir de l'été 1944, le mot d'ordre va être un mot d'ordre idéologique. Il faut tenir. Tenir pour une question d'honneur, tenir pour une question de sacrifice si jamais on n'arrive pas à garder la position, et tenir dans l'espérance que, comme l'a promis Hitler et comme il ne cesse de le promettre, la guerre va connaître un retournement grâce aux fameuses armes miraculeuses dont on attend la production et l'entrée en service. But the miraculous weapons, like the flying bombs, which Hitler is so desperately clinging to, won't save them. Hitler, à partir de là, va développer à la fois un pathos en privé, qui se manifestera par des crises de larmes, ou par le contraire, par des crises de rage terribles. Hitler, physiquement, est diminué, mais psychologiquement est également diminué. C'est un homme qui est de plus en plus, dans sa tête, assiégé. C'est un homme très fatigué et prématurément vieilli. C'est un homme qui a à peine 55 ans, mais lorsqu'on voit les images, on voit un homme de 80 ans. L'état mental d'Hitler et physique se dégrade tout au long du conflit à mesure des défaites. Au tout début de la guerre, en 1939, il étonne Keitel
en gambadant comme un cabri sur les carcasses d'un train blindé polonais. À la fin de la guerre, on le voit dans un film de 1945, sa dernière apparition, devant des Hitlerjugend, on voit un homme voûté, avec un visage marqué, ayant la main gauche dans le dos parce qu'il était pris d'un tremblement convulsif. En fait, Hitler était un homme atteint de la maladie de Parkinson. C'était un insomniaque. Avec les remontants, contrepoisons et autres que lui administrait le docteur Morel, c'était un quasi-toxicomane. C'était donc un homme qui était incapable, à partir du milieu du conflit, d'avoir les ressources physiques, intellectuelles pour mener cette guerre. Il reçoit des piqûres régulièrement, il est sous médication, il est épuisé physiquement et mentalement. Et plus personne n'ose le contredire. Et autour de lui, il n'y a plus que des généraux qui sont des exécutants et qui n'osent plus devant lui contredire quoi que ce soit. On the Western Front in December 1944, the Allied forces are in Holland, Luxembourg, Saarbrücken, Brussels, Antwerp and Strasbourg. All officers have their eyes fixed on the Rhine, and the most optimistic ones believe the war will be over by Christmas. They are forgetting the rage that drives Hitler, who is more and more cut off from reality. Hitler se dit, je peux tenter un dernier coup de poker, et il va lancer une contre-offensive, la contre-offensive des Ardennes, qui va démarrer le 16 décembre 1944. Il charge le maréchal von Rundstedt de l'offensive. Or, von Rundstedt n'y croit pas. Il n'y croit pas à tel point qu'il ne se rend pas à la réunion d'état-major qu'Hitler convoque avec tous les généraux impliqués dans l'opération. Cette contre-offensive, ces généraux n'y croient pas. Ils sont persuadés qu'effectivement, on court à la catastrophe. Ils voient bien la supériorité aérienne des Alliés sur le front ouest. Mais Hitler se dit qu'il faut absolument tenter cette opération pour couper les forces alliées en deux. L'idée, c'est d'attaquer, de contre-attaquer dans les Ardennes, d'atteindre la Meuse, d'atteindre ensuite le port d'Anvers, qui est un port très très important pour le ravitaillement des forces alliées, et ayant réussi cela, de proposer une négociation aux alliés anglo-saxons. Il voulait affaiblir les armées britanniques et américaines, faire une paix de compromis avec les anglo-saxons, pour pouvoir ensuite se retourner contre qui? Contre les soviétiques, contre les communistes, contre les bolcheviks. C'était un coup de poker, mais c'était surtout une erreur stratégique majeure. C'était une offensive qui ne pouvait marcher que sur le papier. Even if the element of surprise could be guaranteed, the military leaders consider that Hitler's ambitions are disproportionate to the number of troops available. Dans les années 44, il a toujours le même nombre de divisions. Les Panzerdivision, au lieu d'avoir 120 ou 150 chars, ils en ont plus que 12. Et ils ont 10% de leur effectif. Mais pour lui, ils mettent toujours la plaquette sur la carte, telle division, telle division, telle division. Mais c'était tel régiment, tel régiment, tel régiment. To attack in the Ardennes, Hitler has to thin out the Eastern Front. The maneuver is suicidal, but once again nobody contradicts the Führer. La seule condition pour que l'offensive allemande ait une chance de réussite et que les blindés allemands puissent percer, c'est qu'il faut la chasse alliée soit clouée au sol. Et pour que la chasse alliée soit clouée au sol, il faut qu'il y ait du mauvais temps. On the 16th of December 1944, the weather is favorable to beginning Operation Wacht am Rhein. When the Battle of the Ardennes starts, the American High Commander is knocked out by the scale of the attack. Dans un premier temps, ça réussit quand même assez bien. Ils parviennent à bousculer quand même les armées américaines, notamment qui sont sur ce front, qui sont en repos. Parce que les généraux américains avaient estimé que vraiment les Ardennes étaient imprenables, que les chars ne pouvaient pas passer par là. À nouveau, la même erreur qu'en 1940. Overwhelmed in many areas, the American GIs surrender in hundreds to the Germans. But the lightning attack by the Wehrmacht quickly fades. Les objectifs étaient tout à fait exagérés. En aucun cas, l'armée allemande
à l'ouest étaient encore capacité de percer le front jusqu'à Anvers. Choisir d'attaquer par un temps épouvantable, dépendre ainsi de la météo, est une folie, a fortiori si l'on songe que cette météo est épouvantable pour les Alliés, mais qu'elle l'est également pour les Allemands, qui vont donc devoir combattre dans des conditions terribles. The two armies face each other to fight in freezing temperatures, often reaching -20 degrees. Le terrain étant rendu soit neigeux, soit bourbeux, les derniers chars, comme les chars de 70 tonnes, étant trop lourds. L'offensive a été freinée par les embouteillages, car le savoir-faire qu'avait manifesté l'armée allemande de 1940, où elle avait su gérer ces embouteillages, n'existe plus. On the 22nd of December 1944, only 6 days after the start of the attack, the German army began to run out of ammunition and especially of fuel. Le haut commandement de la Wehrmacht sous-estime par 5 les besoins en carburant. Le carburant va manquer. Le carburant manque déjà, c'est-à-dire que lorsque l'attaque est lancée, il n'y a à disposition que la moitié du carburant nécessaire pour atteindre les objectifs assignés aux forces allemandes. L'autre moitié devra être conquise sur les Alliés, ce qui est quand même un pari complètement incroyable. From the 23rd of December, the weather starts to improve. The Allied airplanes can finally take off. Dès les premiers rayons de soleil, toute la flotte alliée prend l'air et va clouer au sol tous les blindés allemands. Aussitôt que le soleil revient, les P-47 et les Mustangs fondent sur la Wehrmacht et c'en est fini, quoi. C'est un massacre. L'aviation anglo-américaine s'en prend spécifiquement aux camions de ravitaillement, et ce ne sont que des traînées de camions en flammes, et les Allemands sont obligés de plier en abandonnant leur matériel face aussi à la contre-attaque de Patton depuis le sud et une contre-attaque britannique qui s'annonce aussi depuis le nord contre des troupes allemandes composées soit d'unités d'élite très motivées, mais surtout de plus en plus de Volksgrenadier, c'est-à-dire de gamins inexpérimentés, un peu terrorisés, mal habillés et ne sachant plus progresser comme leurs aînés de 40. La bataille des Ardennes débute à la mi-décembre 1944, elle s'achève le 31 janvier 1945. À ce moment-là, les Allemands sont revenus sur leur ligne de départ, mais ils ont perdu dans cette folie entre 80 000 et 100 000 soldats. Ils ont perdu une quantité d'avions très importante, ils ont perdu des blindés, ils ont perdu du carburant, et leur morale est évidemment en chute libre. Et donc ce sont autant d'éléments qui vont manquer cruellement pour s'opposer aux Soviétiques, qui à ce moment-là sont en train d'attaquer à l'Est. Pendant la bataille des Ardennes, les Russes avancent de 500 km quand même. Les moyens qu'il a pu engager, il aurait mieux valu qu'il les mette à l'Est. Car pour le peuple allemand, le danger, il était surtout à l'Est. Car après les atrocités allemandes vis-à-vis de ceux qu'ils appelaient les Untermensch, vous le savez, les sous-hommes, les villages brûlés, les femmes violées, les hommes et les enfants tués, etc., etc. C'était dans la logique des choses. La vengeance, la haine russe était terrible. Donc, par conséquent, s'il avait raisonné un petit peu en faveur de son peuple, il fallait surtout se défendre à l'Est. Instead of surrendering, eaten away by insanity, the Führer takes his people hostage and brings them with him in his final downfall. Attacked on all fronts, the Reich that Hitler imagined is living its final moments. The man who previously dominated Europe from the Atlantic to the Urals now only has imaginary armies to defend himself. During this time, the Anglo-Americans brought the war to the heart of Germany with one ultimate objective, Berlin. Les Soviétiques, eux, mettent la bouchée double. Staline veut arriver à Berlin avant les Américains et les Anglais. Et il y parvient. Berlin est effectivement pris par les Soviétiques seuls. At the end of April 1945, the Reich, which should have lasted 1,000 years, crumbles.
En matière militaire, comme pour toute l'histoire du Troisième Reich, on est dépendant aujourd'hui de ce que les nazis ont dit d'eux-mêmes et de ce que les nazis ont dit d'Hitler. En matière militaire, par exemple, ils l'ont fait passer pour un chef militaire génial, quelqu'un qui avait inventé la guerre de mouvement moderne, qui avait inventé la mécanisation, etc. On se rend compte qu'à l'épreuve des faits, c'est tout le contraire qui s'est passé. Ce n'est pas un homme de 1940, ça reste un homme de 1914. Là, on voit bien, concrètement, que ce qui était dit sur un Hitler chef de guerre génial est faux. Je dirais qu'Hitler, c'est un homme qui tente des coups de poker. Et qu'au début, le fait qu'il néglige la dimension tactico-stratégique, la nature du terrain, les problèmes de logistique, toutes ces négligences ne rattrapent pas Hitler chef de guerre. Et puis un jour, l'ensemble de ces conditions guerrières, l'ensemble des conditions dans lesquelles le phénomène guerrier doit se développer, rattrape Hitler chef de guerre, et à partir de là, ses paris sont systématiquement perdus. Finalement, son ultime stratégie, c'est celle du suicide. Suicide du peuple allemand, suicide de son entourage proche dans ce bunker sordide, écrasé par l'artillerie soviétique. Et c'est donc un homme fini et désespéré qui a usé tous ces trucs, qui se tire une balle dans la tempe après avoir empoisonné sa maîtresse.